Et pour ouvrir le grand débat tout à l'heure avec une nouvelle communication du professeur Marc Donat qui parle des elle est chez vous, elle est là. perspectives Elle est thérapeutiques, déjà. c'est-à-dire les armes c'est la même thérapeutiques communication, nouvelles d'accord. ou qui vont venir. Très bien. Donc, Alors, c'est à on va vous la mettre les parole, professeur Donat. Très bien. Allons-y. Donc, c'est algérien. Alors, on part là. Donc, on va descendre. Descendre un petit peu, oui. Là, j'étais resté. Vous me dites, hein? Ouais. Vous étiez aux flammes. Vous étiez aux flammes. On va aller ici. Là, life, future of past, Voilà, or exactement. past. Alors, on va vers ça. Et on va mettre, je pense, ça. Et vous y êtes. Juste un derrière. C'est pas grave. Ah ouais, Alors, un derrière. C'est bon? Ah non, c'est en avant, je crois. Ça. Ah oui, c'est comme ça. Alors, derrière, c'est ça? Ok. Bonne. Alors, si avant on a eu un petit peu des discussions sur quelle est la thérapie, ce que je vais maintenant vous présenter, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de discussions parce que on m'a demandé aussi donc dans une partie de dire ce qu'il y a comme avenir et je crois que l'avenir, et ça va peut-être vous décevoir que je vous parle de ça, mais l'avenir principal du diabète, ce sera le changement de notre style de vie. Et je vous apprends vraiment rien de nouveau avec ça, mais je crois qu'il faut le réaliser. Quand on réalise le nombre de diabétiques qu'on a aujourd'hui, il n'y a jamais eu une maladie qui a touché autant de personnes à la fois, et c'est vraiment une épidémie, et on n'a jamais trouvé de solution pour une épidémie autre que la prévention. Et la prévention dans le diabète, c'est le changement de style de vie. Et il y a déjà beaucoup qui a été dit là-dessus et je vais vous donner un petit peu un aspect, c'est un aspect vraiment personnel dessus et plutôt comme façon de penser comme une vérité. Et puis après, pendant quelques minutes encore, je vous donnerai vraiment quelque chose qui sera peut-être dans l'avenir et qui concerne un petit peu ma recherche. Mais laissez-moi donc dire quelque chose sur les changements de mode de vie, le change of lifestyle. Et c'est quelque chose qu'on en a entendu parler ce matin. J'étais d'ailleurs vraiment très content que ça a été présenté. Et c'est quelque chose que tout le monde sait comme c'est difficile. Et je vais essayer de montrer un petit peu ce qui, pour moi, m'a un petit peu ouvert l'esprit là-dessus. Donc, quand on parle de changement de style de vie, la première association qu'on a, c'est la nourriture, McDonald's, KFC, etc. Et la question un petit peu, c'est est-ce que c'est vraiment là le seul problème? Est-ce que c'est le problème principal? Il y a eu un médicament qui était sur le marché il y a quelques années, qui m'a fait comprendre quelque chose. C'est le Rimonabant. Je ne sais pas s'il a été en Algérie. Il était en tout cas de 2007 en 2009. Il était en Suisse. Et c'est un médicament intéressant parce qu'il antagonise les endocannabinoïdes. Et puis, pour la première fois, on avait un médicament efficace pour faire baisser la prise pondérale. Et on était très contents parce que les malades perdaient du poids de façon significative et en conséquence aussi leur glycémie augmentait. Et j'ai été très enthousiaste de dire par ce médicament, sauf qu'il y a eu un effet secondaire. Et l'effet secondaire de ce médicament a été que les malades ont commencé à se suicider. Et à cause du suicide, le médicament a été retiré du marché en 2009. Et autant que je sache, dans l'histoire de la médecine, c'est la première fois qu'on a retiré un médicament du marché parce que les gens se suicidaient. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'ils se suicidaient? Alors bien sûr le suicide, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, c'est la fin d'une cascade de dépression. Mais donc les malades, ils perdaient du poids, mais ils allaient psychologiquement mal. Et ils allaient psychologiquement tellement mal qu'à la fin ils se suicidaient. Et la question, c'est vraiment pourquoi ils se suicidaient. On a un système mésolimbique, je ne suis non plus pas neurologue, mais c'est ce qu'on appelle le rewarding system, le système qui nous donne des feedbacks positifs. Et c'est quelque chose de terriblement important. On est tous
très dépendant de ça. Tout le monde a besoin d'entendre qu'il fait quelque chose de bien, tout le monde a besoin d'un certain amour de l'autre, tout le monde a besoin d'une certaine chaleur. Et ça commence chez l'enfant. Quand un enfant tombe de son vélo, de sa trottinette, la chose la plus importante à faire, c'est de le prendre dans ses bras, de le consoler, de lui donner pour sa blessure un feedback positif et de lui redonner pour qu'il se sente de nouveau bien. Et nous, comme adultes, on fonctionne la même chose. Si on a un problème, un souci, alors on va chez un ami, chez un partenaire, et on se cherche de nouveau de la chaleur, on se cherche de nouveau des feedbacks positifs. Et plus on va mal, plus on en a besoin. Et malheureusement, dans nos sociétés, on a de plus en plus de stress, de plus en plus de difficultés, et souvent on ne peut pas trouver ce réconfort qu'on devrait trouver soit dans ses propres ressources, soit dans les ressources autres, et on recourt à d'autres moyens pour se réconforter. Et un de ces moyens, en Europe en tout cas, c'est l'alcool qui est un problème. Un autre moyen de se réconforter, c'est la cigarette. Et quand je parle de réconfort, c'est à différents niveaux. Ça peut être aussi une certaine nervosité. Je dois me préparer une présentation, je suis stressé, j'ai beaucoup de travail. Alors, quelque part, je me réconforte avec quelque chose et je prends peut-être une cigarette ou peut-être d'autres personnes prendront d'autres choses comme la drogue. Mais finalement, c'est toujours pour avoir ce rewarding system et de façon pathologique, de façon malsaine, on se compense comme ça. Maintenant, c'est de plus en plus combattu, toutes ces choses-là, et le taux d'alcoolisme baisse, le taux de prise de cigarettes baisse aussi, les drogues de toute façon, et la seule consolation qui nous reste, c'est la nourriture. Et c'est quelque chose que peut-être beaucoup de vous connaissent, comme moi, quand je suis fatigué, je dois faire quelque chose, je me dis, oh pauvre Marc, tu dois encore travailler, et je vais dans mon placard en Suisse et je me prends du chocolat pour me consoler. Et plus le stress est grand, et plus on se console avec ça, et ça prend certaines dimensions qui sont parfois très graves. Et on sait que parmi les obèses forts, particulièrement les gens fortement obèses, c'est souvent des gens qui ont des problèmes psychologiques très graves. Et il y a des chiffres là-dessus d'enfants qui ont été maltraités ou de femmes qui ont été violées dans leur enfance. J'ai eu une lettre très touchante il y a récemment, c'était un email de malade que j'ai envoyé en chirurgie bariatrique parce qu'elle avait un BMI de 60 et je n'avais pas d'autre solution. Elle m'a dit elle est effrayée maintenant d'aller en chirurgie bariatrique parce que quand elle avait l'âge de 7 ans, elle a été violée par son environnement et que sa seule façon de se protéger contre ces maltraitances était la nourriture qui la consolait, qui la protégeait aussi quelque part. Et le fait de maintenant devoir de nouveau perdre du poids la stressait parce qu'elle ne saurait pas comment elle pourrait de nouveau se consoler. Bien sûr, c'est des cas extrêmes, mais qui ne sont malheureusement pas rares et qui montrent justement cette fonction de la nourriture. Alors, comment faire? On ne peut pas non plus dire, OK, c'est comme l'alcool, c'est comme la cigarette, on arrête, tant pis, vous touchez pas à la nourriture. Quelque part, on a aussi besoin de se nourrir. Et ma façon d'approcher ça, c'est de ce que j'appelle de légaliser la nourriture. On ne peut pas en faire un tabou, on ne peut pas dire c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est quelque chose qu'il ne faut pas y toucher. Non, vous en avez besoin, alors on va vous donner de la nourriture, mais on va la donner de façon positive. Et l'idée, quand je parle de légaliser la nourriture, c'est d'avoir accès de nouveau à une nourriture de qualité qui aura la fonction dont on a besoin, cette fonction de feedback positif. Et dans ce sens-là, l'idée, c'est de ne pas manger comme cela, mais c'est de manger de la nourriture en la savourant, et ça peut être aussi du chocolat, ou bien vous avez de couscous et d'autres merveilles, mais l'idée, c'est pas forcément de prendre 2 kilos de couscous, c'est de prendre un très bon couscous, une très bonne, ou bien des baklawa, ou toutes ces bonnes choses-là, et de les savourer de nouveau. Et je ne sais pas comment c'est ici, mais en Suisse, c'est effrayant à quel point les gens ne savent plus cuire, ne savent plus prendre des bonnes choses, ne prennent plus le temps de manger, grignotent tout le temps. Et c'est très, très particulier aussi des obèses. Ils ont quelque part toujours mauvaise conscience. Ils sont désocialisés et ils n'arrêtent pas de manger, mais toujours en cachette ou rapidement.
et ils ne se prennent plus le temps de s'asseoir, de manger bien, mais de façon définie, et on sait exactement à l'avance combien on va manger, et on le savoure avec bonne conscience. Ça donne une toute autre stimulation, et on a besoin de beaucoup moins de nourriture. Et si on a une bonne nourriture, et on sait qu'elle est de qualité, on la valorise, on se prend le temps, et on va de façon positive à la nourriture. Ici, j'ai fait des photos de cuisiniers étoilés. Malheureusement, je ne les connais pas personnellement, mais je peux vous garantir qu'ils n'ont pas une chirurgie bariatrique derrière eux. C'est des gens qui prennent beaucoup de temps et qui investissent dans la nourriture et qui se nourrissent de façon qualité. Et nous, on donne des cours de cuisine aux obèses où on leur apprend à connaître premièrement la nourriture, et c'est parfois aussi effrayant de voir comme les gens ne connaissent mal la nourriture, mais aussi après justement de l'apprécier et de leur dire, maintenant on s'assied ensemble, on se prend le temps et on se nourrit de façon qualitative. Et c'est cette réconciliation en ne pas voyant la nourriture comme un ennemi, comme un problème, mais comme une bénédiction, comme quelque chose de bien auquel il faut donner sa valeur et à laquelle il faut respecter. Et vraiment, le mot, c'est qualité et pas quantité. Et à ce moment-là, on en a besoin de moins pour avoir ce feedback positif. Et tout ce que je vous dis, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose de scientifique pour le prouver? Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années qui m'a beaucoup plu. C'est une étude où ils ont pris 2 groupes de malades, ceux en noir et ceux en blanc, et ils leur ont limité le nombre de calories pendant 16 semaines. Et au bout de 16 semaines, les gens étaient libres de nouveau de manger ce qu'ils veulent. Et un groupe a tout de suite repris le poids et l'autre groupe a continué à perdre le poids. Et quelle était la différence dans ces 2 groupes? Les 2 groupes avaient exactement le même nombre de calories. Mais dans le groupe qui a continué à baisser de poids, il y avait le matin, au déjeuner, dans leur diète, une tranche de gâteau au chocolat. Ça va peut-être vous surprendre, et ça a d'ailleurs publié dans la presse, ça a été publié, New Diet Top of Breakfast with Chocolate Cakes. Et pourquoi ça? Parce que les malades, ils avaient toute la journée un petit peu faim, ils devaient se limiter en calories, mais ils savaient que le lendemain matin, ils recevraient une tranche de gâteau au chocolat, ils se réjouissaient pour ça, ils en profitaient, ils le savouraient, et après, ils pouvaient de nouveau faire le diète de la nouvelle journée. Tandis que les autres, qui étaient sous la diète où il n'y avait que des choses un petit peu artificielles et peut-être pas très attractives, ils étaient jaloux des autres qui avaient le gâteau au chocolat, et au moment où ils ont pu finir leur étude, ils se sont jetés sur le gâteau, et probablement qu'ils n'ont pas pris cette tranche-là, mais cette tranche-là, et très rapidement ils ont de nouveau compensé, et c'est l'effet yo-yo. Donc il ne faut pas frustrer les malades, il faut leur donner du plaisir. Et peut-être que ce que je vous dis, c'est vrai ou peut-être que ce n'est pas vrai, mais au moins, ça aura un avantage. C'est cette publication que vous avez sûrement vue, qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, donc il n'y a rien de plus sérieux. Et ils ont fait une corrélation entre la consommation du chocolat et le nombre de prix Nobel lauréats de médecine. Et si vous regardez, nous les Suisses, on est très bons au chocolat. On a aussi pas mal de prix Nobel en médecine. Les Chinois qui à l'époque n'avaient pas de prix Nobel, aussi pas de chocolat. Donc si tout ce que je vous dis n'est pas vrai, au moins pour les statisticiens, vous me comprendrez que la statistique est très solide. Maintenant, il y a un autre aspect dans l'intervention, et c'est le sport. Et là, c'est toujours facile de faire une présentation parce qu'il y a plein de cartoons dans le web, mais mon image préférée, c'est celle-là. Si vous regardez, c'est l'évolution des télévisions et l'évolution de nos corps. Vous serez d'accord que rien ne se perd. Donc, ce qu'on a perdu ici dans les télévisions se retrouve ici. Et pourquoi je vous montre cette image-là? Parce que si on regarde dans une population, de nouveau, c'est en Suisse, c'est des collègues en pédiatrie qui ont fait ça, et si on fait une corrélation entre le nombre de kilogrammes que les enfants prennent et tous les paramètres que vous voulez, combien ils vont au McDonald's, combien ils font ça, etc. Ce qui corrèle de loin le mieux et seulement de façon 100%, c'est le nombre d'heures qu'ils passent devant
un écran. Et aujourd'hui, on est de moins en moins actif. Avant, on allait peut-être plus jouer. Je crois que le football est encore très important ici, heureusement. Mais de plus en plus, on ne va pas jouer au football avec les enfants, avec les amis. On va peut-être faire un game sur l'ordinateur, etc. Et on se bouge de moins en moins. Et s'il y a une thérapie qui est la plus efficace en médecine, et pas seulement pour le diabète, c'est l'activité physique. Et ce que nous, on fait, tous nos malades qu'on reçoit dans le diabète de type 2, on les réfère après à un malade du sport. Et c'est vraiment, on leur explique que ce n'est pas simplement un jeu comme ça, c'est vraiment une thérapie. Et la thérapie, c'est le sport. Et c'est quelque chose qu'on entre dans la tête des malades. C'est un médicament. Et aux urgences, chez nous, j'ai introduit un vélo, un home trainer. Et quand le malade de diabète de type 2 entre, et s'il est en bonne condition, symboliquement, on lui enlève son lit et on le met sur le home trainer, on le laisse pédaler, on lui laisse montrer comme sa glycémie baisse, et il réalise que ce n'est pas le médicament qui l'aide, mais c'est vraiment l'activité physique qui est un médicament. Et ça vous paraît tous trivial parce que vous êtes tous dans le domaine médical, mais quand on regarde dans les gens, c'est pas dans la tête des gens, ils ne réalisent pas jusqu'à quel point le sport est un médicament efficace. Et c'est vraiment le terme que j'utilise, c'est un médicament et rien d'autre. Et c'est le meilleur médicament qu'on a, et aussi le médicament le meilleur marché. Maintenant, ce n'est pas toujours facile parce que surtout ici, vous avez parfois des vies vraiment stressantes où on travaille peut-être 12-13 heures par jour et d'aller après encore faire du sport, c'est difficile. Mais c'est quelque chose qu'on peut aussi intégrer dans la vie. C'est des petites choses, ne pas prendre l'ascenseur, peut-être si on doit faire un petit déplacement, se déplacer à pied, etc. Et on peut vraiment obtenir beaucoup de choses avec ça. Et j'arrête de faire ma publicité pour le sport, mais au moins on ne pourra pas me dire que j'ai un conflit d'intérêts parce que je ne gagne pas d'argent avec le sport. Mais c'est quelque chose aussi que les psychiatres donnent, et c'est dans le traitement officiel de la psychiatrie. C'est aussi, on a parlé avant de la dépression des diabétiques, c'est dans le traitement de la psychiatrie de la dépression, il y a le sport. Il y a aussi le fait, naturellement, que tous les effets métaboliques que vous connaissez. Et puis, et c'est aussi intéressant, il y a certaines hormones, on parle de plus en plus de myokine, pour une question de temps, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a par exemple l'IL-6 qui est produit par le muscle et qui va augmenter la fonction de cellule bêta. Donc on a vraiment un effet, pas seulement sur la sensibilité de l'insuline, mais aussi sur la production de l'insuline. Ce qu'il faut faire attention simplement quand on dit aux malades de faire du sport, c'est qu'ils réalisent qu'il ne perdra pas forcément rapidement du poids avec ça parce qu'il va faire plus de muscles. Et de nouveau, aussi trivial que c'est pour vous, certains malades sont déçus 6 mois après sur la balance, ils ont fait plein de sport, et ils n'ont pas perdu tellement de poids, oui, parce qu'ils ont pris des muscles, ce qui n'est pas désagréable. Maintenant, pendant quelques minutes que je vais encore vous prendre, je vais aller dans les perspectives futures et je vais juste revenir sur ce point que j'avais dit ici, qui était que la toxicité finalement dans les tissus, c'est une inflammation. Et juste pour vous montrer ça, une petite étude que l'on avait faite il y a quelques années, et si vous le prenez ici des cardiomyocytes, donc des cellules cardiaques qu'on a mis ici en culture, vous les exposez à du glucose et que vous faites pénétrer dans les cellules, vous voyez comme les myofibrilles sont complètement détruites, et c'est ça justement cette inflammation. Et on pense dans nos hypothèses qu'une des grandes façons dont la surnutrition fait des dommages dans le cœur, dans les tissus, c'est une inflammation. Et si ce n'est pas la cause de la maladie, c'est la conséquence de la maladie, et de limiter le dommage
de la surnutrition, c'est en limitant cette inflammation. Et on a commencé cela il y a quelques années en montrant que si vous donnez simplement du glucose à des îlots, eh bien, vous aurez plus d'inflammation, entre autres une cytokine qui est liée à la bêta. Et ça, je vais aller assez rapidement parce que c'est des études qui sont déjà publiées maintenant depuis beaucoup d'années, mais c'est parce qu'on entre en clinique là-dedans que je vous détaille ça un tout petit peu. Et partant de cette observation-là, il y a un peu plus que 10 ans, on avait fait une étude où on avait bloqué justement cette interleukine 1 bêta, cette cytokine qui est une des cytokines les plus importantes du système inné immunitaire et qui est justement avec le stress métabolique produit. Et on avait donc bloqué pendant 3 mois avec un antagoniste de l'IL-1 bêta cette cytokine, et on avait pu montrer qu'en faisant ça, on améliorait la glycémie, on augmentait, on baissait la HbA1c. Et ce qui était plus important dans cette étude, c'est qu'on a montré qu'en faisant ça, on augmentait la fonction de la cellule bêta avec une baisse de la pro-insuline et une augmentation de l'insuline, donc une meilleure sécrétion de l'insuline et de façon absolue une augmentation de la production de l'insuline. Ce qu'on a aussi montré dans cette étude, pour la première fois dans cette population, c'est qu'en antagonisant cette IL-1 bêta, on bloquait aussi la CRP et cette CRP ne reflète probablement pas ce qui se passe dans la cellule bêta, mais se reflète ce qui se passe dans la circulation, dans les vaisseaux, et probablement que vous êtes au courant des travaux de Paul Ridker qui a montré que la CRP est un prédicteur des maladies cardiovasculaires. Et donc, il a été très intéressé, et je vais tout de suite revenir là-dessus, par le fait qu'en antagonisant IL-1 bêta, on pouvait baisser la CRP. Tout ça a continué. Je vais aller un petit peu rapidement, mais il y a eu entre deux une quinzaine d'études qui ont montré que si on antagonise l'IL-1 bêta, on observe toujours la même chose, une certaine amélioration de la glycémie et puis une augmentation de la production de l'insuline. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette inflammation, c'est vraiment quelque chose qu'on observe dans tous les tissus, chez les malades obèses. C'est toujours un petit peu, justement, comme je le disais, cette stress métabolique qui va dans les cellules immunitaires, qui les fait sécréter des cytokines et en particulier l'IL-1 bêta. Et si on antagonise l'IL-1 bêta dans une petite étude qu'on a publiée récemment, on a pu montrer que l'hypercortisolisme qu'on voit aussi chez ces malades de diabète de type 2 est amélioré. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est aussi responsable pour d'autres complications du diabète ou du syndrome métabolique, comme par exemple la goutte. Et si vous avez un malade avec une goutte, il n'y a rien de plus efficace que de lui antagoniser l'IL-1 bêta. Et si en même temps il y a un diabète, ben vous faites de 2 pierres, avec une pierre 2 coups, en lui améliorant sa glycémie et en lui améliorant son diabète. Et le même principe existe aussi avec les maladies rhumatoïdes de certaines formes. Je ne vais pas aller trop dans le détail, c'est des questions que je serais content de les développer. Il y a aussi les complications du diabète, et c'est là un petit peu que on va aller dans le futur, sont apparemment aussi une conséquence de l'inflammation. Et dans la rétinopathie, l'IL-1 bêta semble aussi jouer un rôle, et ce n'est pas tout à fait étonnant. Qu'est-ce que c'est la rétinopathie? C'est une augmentation des vaisseaux avec le VEGF. Et qu'est-ce que c'est une augmentation des vaisseaux? C'est une des réponses inflammatoires. Quand vous avez une inflammation quelque part, eh ben, vous avez une stimulation de l'IL-1 bêta qui va faire venir le VEGF et vous aurez de la vascularisation. Et le tout entrera, j'espère maintenant bientôt en clinique, par la porte des maladies cardiovasculaires. Il y a une grande étude que vous avez peut-être vue qui vient d'être publiée dans le New England Journal of Medicine. C'est l'étude CANTOS, qui est une étude qui a été basée sur cette observation de la baisse du CRP, mais avec un premier but cardiovasculaire dans l'idée d'introduire ce médicament d'abord pour les maladies cardiovasculaires. Et
l'entrée des malades dans cette étude était qu'ils devaient avoir un CRP légèrement élevé, ce qui est le cas de beaucoup de malades justement qui sont obèses et qui ont un diabète de type 2. Et ils devaient déjà avoir un infarctus récent. Et après, ils ont reçu, cette fois, pas l'antagoniste de l'IL-1 bêta que je vous ai montré, l'IL-1RA, mais un anticorps contre l'IL-1 bêta qui a l'avantage d'avoir une demi-vie prolongée. Et dans cette étude, on a donné tous les 3 mois une injection d'IL-1 bêta, et c'est tout. Donc, tous les 3 mois, une injection d'IL-1 bêta. C'est une grosse étude, comme j'ai dit, avec une dizaine de milliers de malades. Et comme primary endpoint, il y avait donc les maladies cardiovasculaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en sélectionnant les malades n'étaient pas sélectionnés sur la base d'un diabète, mais étaient sélectionnés sur la base d'un CRP élevé. Et en sélection, et donc des maladies cardiovasculaires, et en faisant cette sélection, on est retombé sur le diabète. Donc 40% étaient diabétiques et 50% étaient prédiabétiques. Ça veut dire environ les 90% des malades, donc la grande majorité, étaient des malades avec un syndrome métabolique, avec l'hypertension, etc., montrant justement, prouvant quelque part que cette inflammation est intimement liée avec le syndrome métabolique. Heureusement, le primary endpoint a été atteint, donc il y a eu une baisse des maladies cardiovasculaires qui a été observée par cette intervention. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a eu aussi d'autres choses qui sont associées avec le syndrome métabolique. Et c'est vraiment cette obésité a des multiples conséquences parce que tout est suractivé. Entre autres, les malades obèses ont plus de cancer et de plus en plus de données semblent montrer que le facteur de risque le plus important pour le cancer est de nouveau l'obésité. On peut le comprendre de nouveau comme ça. Il y a trop de nutriments, tout ça fait une suractivation de tout ce qui prolifère et l'inflammation est une prolifération finalement. Et ça explique peut-être pourquoi il y a eu une baisse significative des cancers. Il y a une baisse de l'arthrite et aussi de la goutte, comme je vous l'ai dit. Il y a eu un effet secondaire, il n'y a pas de médicament qui n'a pas d'effet secondaire, c'est que le nombre d'infections létales a augmenté. Donc, quand il y avait une infection sévère et que le malade était sur anti-IL-1, il y a eu une légère augmentation de la mortalité, mais si on balance dans le tout, cette augmentation par rapport aux autres bénéfices est de loin dans la minorité. Je ne pense pas que ce sera quelque chose qui limitera l'utilisation du médicament, surtout que maintenant qu'on le sait, on fera plus attention. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au point du diabète? Et c'est important de le dire, ce n'était pas une étude de diabète et on a juste regardé dedans qu'est-ce qui se passe avec le diabète, avec toutes les limitations qu'une étude comme ça a, où les malades étaient de nouveau traités comme d'habitude. Mais malgré tout, pendant les 4 premières années, il y a eu une baisse des nouveaux cas de diabète. Après ça, on a perdu une grande partie des malades. Il semblerait qu'à ce moment-là, il y a eu de nouveau une compensation, ce qui fait que si on prend toute la courbe, ce n'est pas statistiquement significatif, mais si on prend les premières années, eh ben, il y a une baisse significative des nouveaux diabétiques. Et comme je l'ai dit, ce n'était pas une étude du diabète, donc il y avait une grande partie qui était pratiquement normoglycémique, mais malgré qu'elles étaient normoglycémiques, si vous regardez en noir, c'est les placebos. Si vous regardez en bleu, c'est les malades qui ont eu la plus grosse dose. Et il y a eu une baisse significative de la HbA1c sur tout le groupe. Si on regarde ceux qui étaient diabétiques, donc la sous-population, pendant les premiers mois, clairement, ils ont amélioré leur diabète par rapport au placebo. Et après, il y a eu les interventions, comme ce n'était pas une étude diabétique, il y a eu tous les changements des médicaments, ce qui fait que l'image devient moins claire. Et si on regarde ceux qui n'ont pas eu de médicaments pendant toute l'étude, c'est ceux-là, et ben on voit que pendant toute l'étude, avec l'antagoniste de l'IL-1 bêta, ils avaient une augmentation de une baisse de la glycémie. Donc en fait, une assez jolie confirmation de ce qu'on a montré avant, malgré que ce n'était pas, comme je dis, une Diabetes Devoted Study qui devrait maintenant suivre. Mais si je résume, et ce sera mon dernier
slide. Si on regarde le traitement avec l'anti-IL1, on baisse les maladies cardiovasculaires, on améliore la glycémie, on améliore beaucoup de choses qui vont avec. Si ça ne fait pas d'hypoglycémie, c'est très convenient parce qu'on peut le donner qu'une injection tous les 3 mois et c'est tout, avec possiblement, et ça c'est les choses qu'on va regarder maintenant, une amélioration rénale, une amélioration des yeux, une amélioration aussi du NASH. On a tous des hints, des signes que ça peut aller comme ça, mais il nous reste à le prouver. Maintenant, naturellement, scientifiquement, c'est très excitant. Ce que j'apprends, et j'apprends énormément là-dedans, c'est que scientifiquement, c'est une chose, et après, une réalité. Et la réalité, c'est aussi le marché, c'est aussi les laboratoires qui doivent notamment financer tout ça, et finalement, après, les systèmes qui doivent payer. Donc maintenant, l'idée, ce sera de voir jusqu'à quel point Novartis, qui a payé cette étude, sera prêt à baisser avec le prix du médicament. Et en fonction de ça, j'espère qu'il entrera sur le marché. Mais ce qui restera certainement sur le marché, et ça c'est ma dernière image, c'est ce dont je vous ai parlé avant, c'est cette machine formidable qui est le vélo. Et je vais vous laisser sur l'image de ce que je vous ai dit avant. Un malade aux urgences avec le nouveau diagnostic d'un diabète et on l'a mis sur un vélo et c'est pas celui-là c'est il y a quelques semaines, mais j'ai des malades qui il y a quelques années on aura fait cette intervention au service des urgences et qui sont toujours encore sans aucun médicament avec une glycémie parfaite.